Juillet 1956. Nous avons quitté Paris hier. 3 escales ont ponctué les 11 000 km par Madagascar, lointain territoire de l'Union française. Vaste comme la France et le Benelux réunis, cette île, sous administration française depuis 60 ans, s'est d'abord appelée l'île de la Lune, l'île Rouge, l'île Saint-Laurent, l'île Dauphine. Elle reste Madagascar, secrète, fidèle à ses coutumes. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. « 14 juillet 1956. Notre itinéraire malgache a commencé par une belle matinée d'hiver austral, au sud-est de l'île, dans la région de Fort-Dauphin. Nous sommes dans la baie de Saint-Luce, où débarquèrent en 1638 les premiers Français. Un navire marchand venu de Dieppe y avait déposé François Gauche, Gaubert et 12 compagnons dans le but de fonder des comptoirs de commerce et des habitations de colons. Les Portugais, sur la route des Indes, avaient fait escale les premiers en 1506 sur cette terre du bout du monde qu'ils avaient appelée île Saint-Laurent. La baie de Saint-Luce est marécageuse, insalubre, infestée de moustiques et caïmans. Les Français furent-ils sensibles à la beauté des ravenales, arbres du voyageur, et à l'étrangeté des plantes carnivores? Trop occupés de leur survie, mal supportés par les habitants de la région, les Tanouches, des guerriers qui obéissent à leur prince, François Gauche et ses compagnons décident de repartir. Ils s'embarqueront pour l'île Bourbon, encore déserte, et qui deviendra l'île de la Réunion. Mais à Paris, on reste toujours à cette île mystérieuse, riche d'or, de minerais précieux et d'épices très recherchés à cette époque. En 1642, le cardinal de Richelieu fonde la Société de l'Orient. Il ordonne la prise de possession officielle de l'île Saint-Laurent, Madagascar, au nom de Sa Majesté très chrétienne. Alors, plusieurs gouverneurs se succèdent. Le chevalier de Flacourt remplace le Rochelet Pronis, brutal et autoritaire. Flacourt fait construire le fort, apprend le malgache, écrit un dictionnaire, s'efforce de maintenir de bons rapports avec la population. Mais il est bien loin de la France qu'il abandonne. Qui pourrait extraire l'or, les pierres précieuses? Les esclaves? Les malgaches n'en fournissent pas. Se sentant oublié, Flacourt rentre définitivement en France. Pendant 30 ans, la petite colonie se maintiendra. Mais à la mort de la Case, en 1674, la Compagnie des Indes donne l'ordre d'évacuer. Les survivants s'installent à l'île Bourbon et à l'île de France, qui constituent sur la route des Indes des escales sûres. « 14 juillet à Fort-Dauphin. Après les courses de pirogue et l'inauguration de la Maison de la Culture, le chef de district nous convie à déjeuner et nous fait goûter aux fameuses langoustes du lieu. Il prépare notre itinéraire vers Tuléar. Ici, je perçois déjà une harmonie complète entre les paysages et la population. Qualité poétique étrange rencontrée nulle part ailleurs en pays tropicaux.
Dès 7 heures du matin, nous prenons la direction de l'ouest. La route longe une cisaleraie de plus de 500 hectares. Le colon français nous invite à visiter la plantation. Le sisal est coupé et séché. Les fibres sont traitées sur place dans de vastes usines. Elles produiront de l'étoupe, des sacs, des tapis et des cordages de navires. Les bateaux les exporteront de Fort-Dauphin vers la France, ainsi que du mica, du quartz, du graphite, extrait de mines situées à 50 km plus au nord. Ce propriétaire a passé de longues années à étudier les cultures tropicales pour trouver les plants qui s'adapteraient à ce terrain stérile. Il espère planter un jour, entre les rangs de sisal, du maïs, des arbres fruitiers, des orangers et des citronniers. La piste ne traverse jamais les villages. Aussi, nous n'aurions jamais vu la grande foire d'Amboissard si le chef de district ne nous l'avait signalé. Cette fête rassemble une trentaine de cantons. Comme dans tous les pays, les cultivateurs, les pasteurs viennent exposer leurs produits. Le marché se termine par des défilés, des danses et des luttes auxquelles participent les entanouches, ceux des îles, et les entendrouilles, ceux des épines. Un proverbe malgache dit « Celle qui ne sait pas se coiffer ne sait pas diriger sa vie ». Comme un concours désignera la plus experte, les jeunes femmes ont soigné plus encore leur coiffure. Leurs tresses enroulées s'entremêlent joliment de coquillages et de perles de couleur. Chaque région se distingue par une mode différente et les cheveux ne sont dénoués qu'en signe de deuil.
soleil, les familles se regroupent et disparaissent dans la brousse pour rejoindre leur village. Les nuages de sable s'estompent et soudain s'installe un profond silence. Nous sommes de nouveau seuls, comme le lendemain, très tôt sur la route. La Picte chemine dans un désert de latérite, sans apparence de vie. Des arbres bouteilles, des arbres cierges, des épineux rappellent le nord du Sénégal. Seule, une grosse tortue centenaire, sur la terre rouge, se cache dans les broussailles. Il fait très chaud, nous somnolons. Soudain, notre regard est attiré par un amas de pierres surmontées de masses sculptées. Ce sont des tombeaux mahafals. Les grands aloals aux motifs découpés, géométriques, surmontés de scènes familières ou plus simplement de zébus ou d'oiseaux, ornent les sépultures de ceux qui sont partis. Les mahafals, ceux qui rendent heureux et que l'on dit d'origine indienne, sont de très habiles artisans, des artistes. Ils sculptent le bois au couteau, comme nous l'avons vu. Les femmes filent la laine des moutons de Bélou et les longs poils des chèvres mohaires. Elles créent de merveilleux tapis et des tentures. Dans chaque case, les femmes tissent sur un étroit métier, mais une manufacture est venue les seconder. Les nouveaux modèles ne sont plus sombres et très chauds, mais clairs, souples et moelleux. On utilise des teintures végétales, l'écorce de palétuvier pour le brun acajou, le lichen orseille pour le rouge orangé et le vert kaki provient d'un arbuste appelé syrah syrah. Il y avait là une oasis de verdure, en pleine brousse. La légende dit qu'une jeune princesse, pleurant un amour malheureux, s'enterra vivante au pied d'un arbrisseau. Compatissant, il s'inclina jusqu'à terre, l'enveloppa de ses branches et tissa autour de la belle cette cage lumineuse. C'est ainsi que naquit le Bagnan. Nous avons enfin atteint Tuléar sur la côte ouest, à 600 km de Fort-Dauphin. Tuléar est la capitale administrative de la province du Sud, ville coloniale typique. Nous avons déposé la voiture au garage. J'ai délaissé les bazars hindous, les épiceries chinoises et je suis allé passer une heure dans une grande librairie française pour feuilleter les livres nouveaux et acheter le dernier disque de Brassens. Auprès de mon arbre me transportera très loin les soirs de mélancolie. Figurez-vous que j'ai visité un élevage d'autruches. Enfin un animal du pays? Eh bien non, pas du tout. Des œufs d'épiornyx énormes furent trouvés dans des grottes préhistoriques, mais ces autruches-là furent importées d'Afrique du Sud, vers 1900, quand leurs plumes frisées étaient à la mode, à Paris autant qu'à Tananarive.
En général, ces bêtes ne sont pas sympathiques, mais celle-ci était apprivoisée. Dans l'île, on ne rencontre aucun animal commun aux pays voisins, ni fauve, ni éléphant, ni girafe, ni gazelle. Il est plus simple d'énumérer ce que l'on y trouve. Des caïmans, quelques serpents, de grosses tortues, des margouillards, des petits singes appelés maquis. Par contre, les insectes pullulent dans certaines régions. Des moustiques, de merveilleux papillons, des cigales, des grillons, des vers à soie qui donnent les longs fils dorés des lambes, et bien sûr des nuages de sauterelles, parfois des sauteurs. Nous nous sommes arrêtés dans la direction du nord, dans un village bar. Les bars, ce qui veut dire géants, sont des pasteurs et des guerriers. Ils se consacrent à l'élevage du zébu. On dénombre à peu près 7 millions de bêtes. C'est le symbole de la richesse et du pouvoir par excellence. Qui n'a pas de zébu ne peut se marier. Et les jeunes filles sont malignes et réalistes. Cet animal accompagne le bar dans toutes les étapes de sa vie. Voler un zébu est le sport favori du jeune homme, qui doit se montrer viril et courageux. On élève moins cette bête pour sa viande que pour le sacrifice rituel de l'animal, exigé par de nombreux événements sociaux ou familiaux. En traversant une rivière sur un bac, nous avions fait la connaissance d'un riche colon grec, installé depuis une vingtaine d'années à Madagascar. C'est le second colon que nous rencontrions dans le sud. Nous avons séjourné à la plantation. Il cultive des pois du Cap, sorte de petits haricots blancs, consommés par les Malgaches et les Créoles. Les Anglais en achètent de grandes quantités pour la fabrication de certains gâteaux secs. Jadis, nous raconte M. Pastourakos, une centaine de pirogues descendaient les sacs sur le fleuve Mangouk jusqu'à la mer et les bateaux britanniques. Maintenant, il y a une route et des camions. C'est moins coûteux et moins poétique. Dans l'Ichal, à notre gauche se dressait une barrière de grès rouge et or aux formes étranges, des canyons coupés par d'étroits défilés creusés par les eaux, un paysage dantesque. On dit que les esprits malfaisants s'y réfugient. Le break 203
très chargés par notre matériel, traversent de dures épreuves. Nous roulons souvent la nuit, à la lumière défaillante des phares qui clignotent. Les radiers à franchir, les nids de poules qu'on ne peut éviter, ont détérioré les lames de ressort, puis l'embrayage, puis les freins. Malgré la révision à Tuléar, la voiture tombe en panne dans une région très isolée. Plusieurs heures sont passées. Rien. Personne. Le soleil est descendu derrière l'Ichal et tout d'un coup, nous avons vu arriver un véhicule de l'administration, celui du chef de région qui nous conduisit à l'avion Yush-Tananarive. En 1777, François Mayer, un Français, est tout étonné de découvrir au centre de l'Imerne un vrai royaume. En effet, l'unité politique du pays s'était faite à l'intérieur à partir de traditions longtemps protégées des influences extérieures. Dans ce climat tempéré, un royaume s'était formé dès le XIVe siècle. Et le vieux Nampuin, le roi Andrea Nampuin-Imerina, disait « La mer sera la limite de ma rivière ». Dominée par le palais de la reine, Tananarive, la ville des Mille, est vraiment le cœur de Madagascar. On dit parfois, la vie est un songe. On peut y penser en voyant inopinément cette ville. Elle n'est ni d'Afrique, ni d'Asie, ni d'Europe, bien sûr. Une foule silencieuse côtoie, monte, descend les escaliers des collines, circule dans le grand marché du Zuma, qui veut dire vendredi. Et si j'ose demander ce que l'on pense de ceci, de cela, si je demande que l'on m'explique un peu ce que l'on pense, on me répondra par un sourire. Alors qu'ici, toute l'éducation repose sur le discours, le cabaret.
Sononi shekeli andrahoako vary vidiana poloka raha tsy malasaka de matoa sombinato zafoafako raha pitso maraina eo manetsety. Alors, je regarde les maraîchers et leurs petits crabes et leurs dindes et même des fraises, comme en France, sous les parapluies blancs du marché. Fa mivaty manandrokiane kara tonga manao toitenaka rakanora tsy mety hitanona fanakaisany masovahoane tomitontanao vatipatika fanatahotranotsinotsina venao fa nivona nataototoindina pinsa seko rasely varatapaka nitiminetaka mikorikana ny vakovakony fanapasa ipotazy ramatokely otaraka tiaka mitoka. Ici, les constructions de briques roses succédèrent aux maisons de bois sombres, toujours ouvertes à l'ouest. Les bâtiments modernes se sont intégrés parfaitement au paysage. Églises, hôpitaux, lycées, des jardins, des maisonnettes aux toits pentus, il fait toujours froid le matin. On chante et prie avec autant d'élan naturel qu'à l'école l'enfant malgache étudie avec la plus grande facilité. Le dimanche, tous ces clochers, ces temples, ces chapelles retentissent des hymnes appréciés des fidèles. Les fleurs mauves des jacarandas ajoutent à la mélancolie du lac Anouche. La colonne du monument aux morts rappelle le souvenir des soldats français et malgaches tombés lors des dernières guerres. Poétique charme des eaux qui reflètent le ciel et ses nuages dans la plaine environnante aux couleurs légères d'aquarelle. Je suis le riz, vous êtes l'eau. Dans les champs, ils ne se quittent pas. Dans le village, ils restent ensemble. Chaque fois qu'ils se rencontrent, c'est entre eux un amour nouveau. Le dimanche après l'office,
Des amis malgaches nous ont entraînés au lac Montachou, à 75 km de Tananarive. Ce lac artificiel, créé pour irriguer la plaine de Tananarive en saison sèche et alimenter la ville en courant électrique, est un séjour délicieux. Nous avions retenu une table dans une auberge qui servait au choix des écrevisses, des cuisses de grenouille, une poularde au riz, une oie rôtie. Sans la corbeille de mangue et de litchi, sans le parfum d'eucalyptus que dégageait le feu de bois, nous nous serions crus en France. Ce matin, nous avons atteint les hauts plateaux et Antirabé, définis comme riches en sel. C'est un paradis à 1200 mètres d'altitude. Ces 7 sources thermales très réputées en font le petit Vichy malgache. On pourrait se croire en effet dans un paysage français. Des chênes, des feuillus se mettent aux eucalyptus. Le sol volcanique retiendrait des mines d'uranium. Il déploie des lacs tranquilles. La ville est riche, des fabriques de cigarettes et des filatures traitent les tabacs et le coton de la côte ouest. Elle est charmante, avec ses maisons à balcons et colonnettes, ses larges avenues et ses fleurs. Au centre, un parc entoure l'hôtel des Thermes. La noblesse malgache, la clientèle aisée des côtes plus ou moins salubres, vinrent de tout temps s'y reposer ou suivre des cures. Pour se distraire, on va aux courses, au golf ou au club nautique.
Gaston Defferre, ministre de la France d'Outre-mer, est reçu ce dimanche 28 avril par M. Rakotonerine, maire de Tananarive, qui l'accueille par ces mots. La ville de Tananarive ne possède hélas pas de clés. Je n'aurai donc pas le plaisir de vous les remettre. Ici, c'est notre cœur qui remplace les clés. Son long discours de bienvenue se termine par Français et Malgaches ont intérêt à conjuguer leurs efforts en vue d'assurer l'essor de la grande île dans tous les domaines. Devant les nouveaux élus des assemblées provinciales et de l'assemblée représentative, le ministre remercie M. Rakotonerine et expose les principes sur lesquels repose son action et les mesures qui vont être appliquées pour atteindre son but. Permettre aux hommes et aux femmes d'outre-mer de gérer eux-mêmes, démocratiquement, leurs propres affaires, leur permettre de plus en plus de faire leur propre histoire, mais dans la paix et la dignité. L'introduction du suffrage universel et du collège unique va faire des Malgaches des citoyens et des citoyennes à part entière. La création à Tananarive d'un conseil de gouvernement où siégera un vice-président malgache, composé de ministres chargés de responsabilités effectives, trace la voie vers une ère nouvelle, ouverte sur l'avenir. Le ministre est persuadé que métropolitains et malgaches sauront constituer dans l'équité et l'amitié une communauté d'esprit et d'intérêts réciproques. Mon Dieu, que la mer est vivante et belle! Quelle joie de se sentir à nouveau sur une île! Sur les hautes terres au relief tourmenté, je vivais dans un monde clos, un monde immobile, ni gai ni triste, baigné de mélancolie douce et lancinante. Ici, je respire à plein poumon le vent du large et les parfums de la terre tropicale. Sur le canal des Pangalanes, parallèle à la côte, les chalands remplis de poivre, de girofle, de cannelle, de cabosses, de cacao et de café remontent vers la mer. À Tamatave, les cargos attendent les précieuses épices destinées au monde occidental. Les antémours, ceux des bords de l'eau, et les Betsimisarques, ceux qui sont nombreux et restent unis, portent de courtes vestes de rabane et des petites coiffures carrées imperméables à la pluie. Ici, tout le monde sait que les plages de sable blanc si tentantes sont extrêmement dangereuses. Les courants violents creusent le littoral et les requins rôdent. Aussi se baigne-t-on dans la piscine. Dans les vastes concessions, les cerises des caféiers sont mûres. Les femmes du village font la cueillette, accompagnées de leurs enfants, qu'elles ne laissent jamais loin d'elles. Salamina ude,
Les cerises sécheront au soleil, puis seront décortiquées. Le café Robusta de Madagascar est la plus grande richesse de l'île. Tamatave est le plus joli port francophone que je connaisse. Le bateau des messageries maritimes, après 22 jours de navigation, coupé d'escales toutes passionnantes, Alexandrie, Port Saïd, Djibouti, Dar es Salaam, Mombasa, Majaga, Nosibé et Diego Suarez, arrive à Tamatave. Restent à bord les passagers à destination de La Réunion et de Maurice, îles sœurs si belles et si différentes. Autour du port, la ville allonge ses larges avenues fleuries de tulipiers du Gabon. Dans les rues commerçantes, les bazars hindous, les épiceries chinoises, les boutiques de mode, les bijouteries qui exposent les béryls roses, les rubis montés sur filigrane d'or, tentent les nouveaux arrivants ou bien les voyageurs en partance vers l'Europe. Comme partout, le parvis de la cathédrale est un lieu de rencontre. Les écoles catholiques, protestantes, chinoises et laïques sont remplies d'enfants qui y apprennent avec ardeur. Les clubs et le très beau parcours de golf ont leurs habitués. La ville de 50 000 habitants, très vivante, riche et reliée à Tananarive par la route, le train et les lignes aériennes. De Tamatave à Diego Suarez, l'avion survole la côte nord-est, qui fut la plus visitée par les flibustiers et les marchands depuis le 7e siècle. Venus du Yémen, du golfe Persique et des Indes, les bateaux à voile poussés par la mousson abordaient l'île mystérieuse. Les nouveaux venus s'installaient dans les estuaires. Ils apportaient leur religion, le Coran, l'écriture et les chiffres arabes. Ces petites colonies musulmanes se sont au cours des temps mêlées à la population locale et l'on retrouve encore des locutions arabes, des recettes de charme et d'envoûtement et la science de l'astrologie. L'arrivée en avion à Diego Suarez permet d'admirer une des plus impressionnantes baies du monde, la base maritime la plus sûre et la plus enviée de tout l'océan Indien. C'est dans la petite île de Nosibé, l'île des fleurs et des parfums, que je passe les derniers jours avant le retour en France.
Madagascar, tu m'as paru bien en retrait. Proche de l'Afrique, dans les luttes et tes danses. Proche de l'Inde, dans la noblesse de tes lenteurs et ta sagesse. Proche de l'Europe, dans l'agilité du discours, mais si lointaine, si mystérieuse, dans ton âme à l'âge imprécis. Tu crois en un Dieu créateur, en l'existence de l'âme. Tes poètes, mieux que moi, parleront de ce qui nous est demeuré caché. Nous avons respecté tes pudeurs autant que tes coutumes. J'aimerais garder le souvenir de la sagesse, de la patience malgache. N'agissez pas avant le temps, dit un proverbe. Dis aux nuages d'attendre, le vent diminue. Dis au lac d'oublier, les oiseaux n'y viendront plus boire. Il est mauvais d'oublier tout d'un coup. Il est bon d'oublier peu à peu.